Géopolis Télévision dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Alors que plusieurs sources, dont les États-Unis, affirment que les éléments de l'armée rwandaise et du mouvement rebelle FCM23 sont présents dans la ville d'Uvira au sud Kivu, Kigali évoque au contraire un retrait unilatéral des rebelles et un geste de bonne volonté en faveur du processus de paix. Nous en parlerons dans ce journal avec José Junior Ouawa. Et puis ouverture du pont Kabu. Là, nous sommes dans la commune de Kassavubu avec ce nouveau pont cadre de 20 mètres sur 16 qui a été construit, capable de supporter une charge d'environ 60 tonnes. On aura également des détails dans ce journal. Et puis le marché nigérian des instruments de dette a connu, à court terme, allais-je dire, a connu une forte envolée en 2025, soutenue par un recours accru aux commercial papers, une liquidité abondante et un regain de confiance des investisseurs. Madame, messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur votre chaîne. Nous profitons pour encore vous souhaiter nos vœux le meilleur, en tout cas pour cette nouvelle année 2026 qui va arriver dans 48 heures. Alors que plusieurs sources dont les États-Unis affirment que les éléments de l'armée rwandaise et du mouvement rebelle AFC-M23 sont présents dans la ville d'Uvira au sud Kivu. Kigali évoque au contraire un retrait unilatéral de rebelles et un geste de bonne volonté en faveur du processus de paix. Dans un communiqué publié lundi, le ministère rwandais des Affaires étrangères a salué ce qu'il qualifie de retrait unilatéral de la rébellion, le présentant comme un acte de bonne volonté envers le médiateur, une divergence d'appréciation qui ravive les tensions diplomatiques entre les deux pays. José Junior Ouawa. La situation autour de la ville d'Uvira dans l'est de la République démocratique du Congo reste au cœur d'une vive controverse diplomatique et sécuritaire entre Kinshasa et Kigali. Plusieurs sources, dont les autorités congolaises et les États-Unis d'Amérique, affirment que des troupes rwandaises et des éléments du mouvement rebelle AFC M23 seraient présents ou autour de la ville, une accusation régulièrement rejetée par le Rwanda. Dans un communiqué publié ce lundi, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a déclaré que le Rwanda saluait le retrait unilatéral de l'AFC M23 d'Uvira et y voyait tout simplement un geste de bonne volonté envers le médiateur américain et un signal clair de sa volonté de reprendre les négociations. Kigali présente donc ces retraits supposés comme un pas vers l'apaisement, alors que Kinshasa dénonce de son côté une présence persistante de forces étrangères sur son territoire qu'elle considère comme une violation de sa souveraineté et des accords régionaux. Cette divergence d'interprétation intervient dans un contexte de médiation en cours, notamment sous l'égide du processus de Nairobi et de Luanda, visant à ramener les parties à la table de négociation et à obtenir un cessez-le-feu durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur le terrain, la situation reste toutefois volatile. Deux mouvements de population sont signalés dans plusieurs quartiers périphériques d'Uvira et les acteurs humanitaires alertent sur les risques pour les civils en cas de reprise de combat. Dans ce climat de méfiance persistante, la question de leur présence réelle ou non de la FCM23 et de forces étrangères à Uvira devient un enjeu central tant que la crédibilité du processus de paix que pour la stabilité de toute la région des Grands Lacs.
Et toujours dans le même ordre d'idée, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a vivement interpellé l'organisation continentale sur l'escalade persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était lors de la 1321e réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tenue le 28 décembre 2025. Elle a aussi dénoncé les violations flagrantes de l'accord de Washington et de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Suivez. L'Union africaine a été exhortée de dépasser la retenue face à l'escalade persistante dans l'est de la République démocratique du Congo, dans une partie de province du Nord et Sud Kivu, est occupée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 lors de l'intervention lundi de la ministre congolaise des Affaires étrangères par visioconférence à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de cette organisation africaine. La chef de la diplomatie congolaise a dénoncé en outre les violations de l'accord de Washington et la résolution 2773 des Nations Unies, illustrée par l'attaque d'Uvira par la FCM23, soutenue par le Rwanda et ses conséquences humanitaires dramatiques avec plus de 500 000 déplacés, appela le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation continentale à assumer pleinement ses responsabilités. Thérèse Kaikwamba Wagner a aussi éclairé l'opinion que la RDC rejette toute instrumentalisation de l'ethnicité et affirme que cela ne constitue nullement la politique du gouvernement ni celle de l'État congolais. Selon elle, le dérapage de certains individus sont pris en charge conformément aux lois du pays ainsi qu'aux engagements de la RDC au niveau continental. Signalons que cette intervention intervient dans un contexte marqué par la suspension de ses fonctions du porte-parole des forces armées de la RDC, le général-major Sylvain Ekenge, accusé d'avoir tenu des propos jugés discriminatoires à l'égard des femmes de la communauté Tutsi. Toujours dans le même sujet, sachez que la porte-parole de la MONUSCO a fixé sur le nouveaux éléments qu'apporte la résolution 28/8/2025 du Conseil de sécurité visant à proroger d'un an jusqu'au 20 décembre 2026 le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, et à titre exceptionnel de sa brigade d'intervention. Suivez Ndei Kadi Lo, joint au téléphone par Didier Ilunga. La résolution 2808-2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies apporte plusieurs éléments significatifs et mesures de renforcement pour la mission de la MONUSCO en République démocratique du Congo. La nouvelle résolution prolonge le mandat de la MONUSCO jusqu'au 20 décembre 2026. Contrairement au plan précédent, elle prend acte d'une pause dans le désengagement de la MONUSCO en raison de l'évolution de la situation sécuritaire, notamment au Sud Kivu. Elle intègre de nouveaux cadres diplomatiques tels que l'accord de paix de Washington, signé en juin 2025, et le cadre de paix de Doha, novembre 2025, et autorise la MONUSCO à soutenir un cessez-le-feu permanent via un mécanisme de suivi et de vérification, COVM. Enfin, elle exprime une inquiétude inédite face à l'utilisation de technologies sophistiquées par les groupes armés comme des missiles, sol-air et des drones suicides. Et puis dans le cadre diplomatique, après avoir rencontré le président de la République Félix Tshisekedi, l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Lucie Tamlin, est arrivée donc au terme de sa mission diplomatique. Elle était reçue ce lundi par la première ministre Judith Suminwa dans son cabinet de travail, une rencontre qui fait suite donc à l'audience, comme je l'ai dit tantôt, obtenue la veille auprès du président de la République, lequel a salué son mandat marqué par des efforts significatifs pour promouvoir le dialogue et la coopération entre les deux pays. Daniela Kalala. La chef du gouvernement a tenu à remercier Lucie Tamlin pour son engagement en faveur du renforcement des relations bilatérales RDC-États-Unis. Judith Suminwa Tuluka a souligné la contribution de la diplomate américaine à consolidation d'un partenariat stratégique durable entre Washington et Kinshasa. De son côté, l'ambassadeur des États-Unis a mis en avant la qualité de la coopération entre les deux pays. C'était une visite au revoir parce que le fin de mon mandat est arrivé, donc je pars du pays dans quelques jours. C'était une visite de courtoisie aussi pour remercier pour toute la bonne collaboration
et de renouveler l'engagement américain de coopérer et travailler très étroitement avec le gouvernement pour faire avancer la paix et aussi le développement dans le pays. Alors, nous avons essayé de renforcer la coopération dans plusieurs domaines, la santé, la protection de l'environnement, mais aussi de faire avancer la paix. Ça, c'est le chantier le plus grand et le plus important, je pense. Et moi, oui, je suis fière, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses toujours à faire. Le travail commence maintenant. Nous, les États-Unis, nous avons créé une structure pour continuer les discussions entre les deux parties. Il y a des engagements réciproques entre les RDC et le Rwanda. Donc, vous pouvez compter sur nous pour insister sur les engagements, que les engagements sont remplis. Il convient également à rappeler que la Première ministre avait effectué en octobre 2025 une mission officielle aux États-Unis avec le soutien de l'ambassade américaine. Cette mission visait à renforcer le partenariat économique et à positionner la RDC comme moteur de stabilisation régionale. Judith Suminwa y avait rencontré investisseurs et diplomates tout en participant à un forum économique majeur valorisant les climats d'affaires et les opportunités d'investissement responsables en RDC. Lucie Tamlin aura passé plus de 2 ans à la tête de l'ambassade américaine en RDC. Diplomate de carrière, elle avait présenté ses lettres de créance au président le 6 février 2023, marquant ainsi les débuts officiels de son mandat à Kinshasa. Restons à la primature où la première ministre Judith Suminwa Tuluka a officiellement lancé la transmission électronique de l'alias documentaire du système S1 vers Sidonia World, modernisant ainsi les procédures d'importation, d'exportation et des transits de marchandises. La cérémonie s'est déroulée à Kinshasa le lundi à présence de plusieurs autorités gouvernementales et partenaires tant nationaux qu'internationaux. Suivez. Cette réforme vise à faciliter le commerce extérieur, réduire le tracasserie et renforcer la transparence dans la circulation de documents officiels. Elle s'inscrit dans la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi pour une administration publique numérique et moderne. Dans son allocution, la première ministre a qualifié cette réforme de révolution historique pour la RDC. Je vois en effet dans la transmission électronique de l'alias documentaire à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises, une révolution historique. Une révolution qui hisse notre pays, notre cher pays, la République démocratique du Congo, sur l'échiquier des États modernes selon l'acceptation du 3e millénaire. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a souligné l'importance de cette réforme attendue depuis plus de 10 ans. Cette réforme était attendue. Il ne faut pas se voiler la face. Le ministre des Finances vient de l'insinuer tout à l'heure. Si nous avons mis du temps à franchir les pas, c'est en grande partie à cause de la résistance au changement. L'habitude du papier, comme on l'a dit ici tout à l'heure, la crainte de la transparence, la complexité des anciens circuits, les circuits tels que vous les connaissez, qui ont freiné finalement cet élan. Mais aujourd'hui, le temps de l'hésitation est révolu. Le monde avance et la RDC ne peut plus se permettre de rester à la traîne. Le ministre des Finances, Doudou Fomba, a rappelé que l'utilisation de ces systèmes sera obligatoire pour tous les opérateurs économiques et que des sanctions seront appliquées aux agents qui freineront sa mise en œuvre. Tous les opérateurs économiques sont désormais tenus d'utiliser ces canaux numériques intégrés pour la transmission des documents relatifs aux opérations du commerce extérieur. Cette obligation vise à garantir la fiabilité, la traçabilité et la conformité aux procédures en vigueur. Cette avancée marque un pas décisif vers une administration publique plus efficace, transparente et tournée vers le numérique, renforçant les recettes publiques et facilitant le commerce extérieur en RDC. Et puis le ministre de PTNTIC, José Mpanda Kabango, a séjourné dans la ville de Mbuji-Mayi où il a mobilisé de milliers de personnes en faveur de FARDC et le Wazalendo dans leur lutte contre l'agression rwandaise. Dans une rencontre organisée le 24 décembre dernier, l'autorité morale de Congo Espoir a renouvelé sa loyauté au chef de l'État Félix Tshisekedi. Suivez.
et les Wazalendo qui se battent contre les agresseurs rwandais couverts par le supplétif du M23 AFC pour défendre l'intégrité du pays et ramener la paix dans l'est de la RDC. Vous savez, quand les autres sont au front, les autres doivent prier. Nous avons organisé cette messe d'action de grâce qui a été animée par Abbé Blaise et qui a donné un message fort, le message qui rencontrait la vision du président sur la RDC. Et nous voudrions renforcer cela, mais aussi soutenir les FARDC, les Wazalendo qui sont au front. Le principe, c'est qu'aucun territoire, aucune portion de la République ne peut être pris par quelqu'un. Après la prière, Maître José Pandaka Bango a partagé un repas au Club Miba avec près de 1000 couples invités et les femmes ont reçu à la fin une pièce de wax, don de la députée nationale Jimmy Panda. Le même mercredi 24 décembre 2025, Maître José Pandaka Bango s'est rendu au stade de Chikisha pour assister à un combat de boxe. Il a pris en charge le billet de milliers de personnes et remis des motos au D-Challenge qui étaient sur les rings. Le 2 jeudi de Noël, Maître José Pandaka Bango s'est rendu au quartier Monde Arabe inspecter les travaux d'une école qu'il construit en faveur des enfants de cette partie défavorisée de la ville de Mbuji-Mayi où ses enfants ont étudié sur le Zangar en rameau. Bientôt, ils seront dans de bonnes conditions, les travaux étant avancés. À Monde Arabe, Maître José Pandaka Bango a aussi résolu le problème de la pompe du forage construit par lui-même pour la population juste à côté de l'école en construction du quartier Monde Arabe. Il s'est directement dirigé vers son Tchilenge natal à plus de 25 km de Mbuji-Mayi où il a dîné avec ses sœurs et frères dans la convivialité. Vendredi, avant de retourner à Kinshasa, Maître José Pandaka Bango s'est entretenu avec M. l'abbé Kandé. Avec ces derniers, ils ont échangé sur le développement du Kasaï oriental. Le pont Kabu ouvert à la circulation, ce nouvel ouvrage routier est situé sur l'avenue Kasavubu à Kinshasa. Il s'agit donc d'un pont cadre de 20 mètres sur 16 capable de supporter une charge d'environ 60 tonnes. Cet ouvrage remplace l'ancienne qui est devenue défectueuse. L'ouverture officielle a été présidée ce mardi par le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Banzalunda. Selon lui, ce nouveau port contribuera significativement à l'amélioration de l'écoulement des eaux et à la fluidité de la mobilité urbaine. Et dans le cadre de suivi de l'évaluation des initiatives nationales de promotion de la production agricole, la station de l'INERA Boketa a accueilli récemment une délégation de haut niveau du Fonds de promotion de l'industrie conduite par son directeur général adjoint Blaise Mastaki Birindoa en mission officielle en provenance de Kinshasa. Suivez. En mission de supervision et d'évaluation des projets financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI, la délégation conduite par le directeur général adjoint DGA a séjourné dans la province dans le but d'identifier et d'évaluer des projets porteurs susceptibles de bénéficier d'un accompagnement financier. Avant d'entamer les visites de terrain, le DGA a effectué un retour aux sources hautement symboliques en visant l'école primaire Bansoli Sanga où il a fait ses premiers pas en tant qu'élève. Un moment de vive émotion, empreint de souvenirs et de nostalgie qui a ravivé les années passées et rappelé l'importance de l'éducation comme fondement de toute réussite. ata balongo ya bakie sika mususu nous mona bato bazo kuma français mabe mais batangi na bapoto mais biso bato totangi na baso lisanga français soko sali erreur kutu biso à l'époque soko sali erreur mingi ba beti au fimbo. Merci beaucoup président na sepeli makasi na moni ke baso lisanga et disparaître te baso lisanga ezaka debout ezo kende malem to kosala malem to soutenir Malembe école. Dans le prolongement de cette étape chargée de sens,
La délégation s'est rendue à l'INIRA Boketa, véritable fer de lance de l'agriculture de la province, reconnu pour son rôle central dans la production de semences améliorées. Cet institut national de recherche agronomique fait face à d'importants défis, notamment l'appauvrissement des sols, le vieillissement de la main-d'œuvre et les effets du changement climatique. Afin de répondre à ces contraintes, l'INIRA sollicite l'accompagnement du FPI pour la mise en place d'un système d'adduction en eau en vue de compenser l'irrégularité des pluies dans les champs expérimentaux. L'Institut projette également de mener des essais culturaux dans différents secteurs afin d'identifier des semences adaptées aux réalités climatiques actuelles. Parmi les besoins exprimés figure aussi l'acquisition d'un tracteur, la construction d'un séchoir moderne, ainsi que l'installation d'unités de conditionnement de semences. La station a été créée en 1948 et puis c'était... Et dans le secteur de sport, vous le savez, la RDC joue aujourd'hui, tout à l'heure, face au Botswana. Avant même de jouer ces matchs de la 3e journée, les Léopards sont mathématiquement qualifiés pour le 8e des finales de la CAN. Grâce au format de la compétition et aux points déjà obtenus, les Léopards sont assurés de terminer au minimum parmi le meilleur 3e. Suivez donc cet élément qui vous explique tout. À quelques heures de la dernière journée de la phase de groupe de la CAN 2025 au Maroc, le Léopard de la République démocratique du Congo sont mathématiquement qualifiés pour le 8e de finale, quels que soient les résultats de leur match contre le Botswana. La RDC a remporté son premier match contre le Bénin 1-0 et fait nul face au Sénégal 1 but partout. Dans ces formats à 24 équipes, les 2 premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs 3e accèdent au 8e de finale. Même en cas de défaite contre le Botswana, la RDC terminerait au pire 3e. Avec 4 points, elle est quasiment assurée d'être parmi le meilleur 3e car il est très improbable que plus de 4 groupes aient un 3e à 5 ou 6 points. Le seuil historique et les situations actuelles dans les autres groupes confirment que 4 points suffisent largement. En cas de nulle victoire, la RDC finit même dans le 2 premiers. Les supporters congolais peuvent donc déjà fêter cette qualification, une belle récompense pour une équipe en progression. Reste à connaître la place finale dans le groupe et l'adversaire en 8e. Le football africain promet encore du suspense. Place à présent, mesdames, messieurs, à la page internationale. Le marché nigérian des instruments de dette à court terme a connu une forte envolée en 2025, soutenu par un recours accru aux commercial papers, une liquidité abondante et un regain de confiance des investisseurs. Selon le régulateur du marché, cette dynamique reflète à la fois l'appétit croissant des entreprises pour de financements flexibles et l'attractivité renforcée du marché financier nigérian dans un contexte de réforme et de stabilisation progressive de conditions macroéconomiques. Daniela Kalala. Au Nigeria, les marchés des titres de créances à court terme a connu une forte accélération en 2025. Plus de 753 milliards de naira ont été levés entre avril et octobre à travers des émissions de commercial papers, a indiqué la Security and Exchange Commission. Déjà sur un point de janvier à juillet, ces émissions ont atteint 1,58 trillion de naira contre 763,4 milliards sur la même période en 2024, soit une hausse de 107%, signe d'un recours croissant des entreprises à ces instruments. Dette non garantie à court terme, les commercial papers permettent de mobiliser rapidement des ressources pour le besoin de trésorerie, généralement sur des maturités inférieures à 270 jours. Selon la SEC, leur performance montre un renforcement de la liquidité, un appétit soutenu des investisseurs et une confiance accrue dans les réformes engagées de ces dernières années. Le directeur général de l'institution, Emomoti Agama, a indiqué que le marché de commercial papers est resté l'un des segments le plus dynamiques en soutenant les besoins de financement à court terme des secteurs clés comme l'industrie manufacturière, l'agriculture et l'énergie. D'après la SEC, la forte progression de ces segments contribue à porter la capitalisation totale du marché nigérien à un niveau historique
historique, proche de 150 milliards de naira. Les regains de confiance des investisseurs intervient également dans un contexte macroéconomique jugé plus favorable, marqué par la révision à la hausse de la note souveraine du Nigeria et par la sortie du pays de la liste grippe du Gafi, deux signaux positifs pour le marché. La SEC met également en avant la réforme du cycle de règlement livraison récemment ramené de T+3 à T+2, une mesure destinée à améliorer la liquidité et à réduire les risques. D'autres étapes sont prévues avec l'objectif à terme d'un règlement en T+1, voire en temps réel. Alors en Algérie, où Sonatrach cherche à préserver l'équilibre entre le besoin domestique et les engagements à l'export, le groupe algérien attend pour cela consolider ses capacités de production et sécuriser des infrastructures dans un environnement énergétique marqué par de contraintes structurelles. Encore une fois, Daniela Kalala. L'Assemblée générale ordinaire de Sonatrach a approuvé les budgets 2026 ainsi que le plan de développement couvrant la période 2026-2030. Aucun détail n'a été communiqué à ce stade sur le montant d'investissement, les objectifs de production ou les priorités opérationnelles associées à ce plan. Cette adoption intervient dans un contexte de progression continue de la consommation intérieure de gaz naturel. Selon le ministre algérien de l'énergie et des mines, la demande nationale a dépassé 45 milliards de mètres cubes en 2023. L'Agence internationale de l'énergie indique par ailleurs que plus de 95% de l'électricité produite en Algérie repose sur les gaz naturels, ce qui place cette ressource au cœur du système énergétique du pays. Dans le même temps, l'Algérie demeure un acteur majeur du marché gazier international. D'après les données compilées par l'Organisation de pays exportateurs de pétrole OPEC, les exportations de gaz naturel ont atteint environ 49 milliards de mètres cubes en 2024 contre un peu plus de 52 milliards en 2023. Les exportations de gaz naturel liquéfié s'y sont établies autour de 11 à 12 millions de tonnes, principalement à destination du marché européen. Cette situation s'explicite par la structure même du secteur gazier. Selon l'AIE, les capacités de production, de transport et de liquéfaction reposent sur des infrastructures lourdes dont les cycles d'investissement s'étendent sur plusieurs années. Une situation qui limite les ajustements rapides entre la consommation intérieure et le volume exporté, alors que la majorité des exportations gazières algériennes demeurent encadrées par des contrats à moyen et long terme. Le volume échangé hors contrat reste limité. Selon les autorités, l'Algérie s'inscrit dans une démarche visant à renforcer sa souveraineté industrielle dans le secteur de pétro-gazier. Un programme d'investissement de 60 milliards de dollars sur la période 2025-2029 a d'ailleurs été annoncé, dont une part majoritaire est destinée à l'exploration, au transport et au traitement des hydrocarbures. C'est toujours avec la voix de Daniela Kalala que nous allons prendre la revue de presse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour la nouvelle lecture des journaux parus ce mardi 30 décembre 2025 dans la capitale congolaise. Pour ce faire, commençons par le journal Le Phare qui alerte la situation du phénomène Mobondo. Selon les confrères, l'activisme de ces miliciens dans l'espace Grand Bandundu n'est plus un simple conflit foncier opposant le peuple Téké et Yaka comme on le pensait. Le journal, revenant sur le propos du porte-parole des opérations militaires, Anthony Mwalushai, exhorte le pouvoir politique à accorder la même attention qui s'est accordée à la rébellion de l'FCM23 RDF pour établir des responsabilités autour de ce conflit qui prendrait des allures inquiétantes. De son côté, Ouragan note que ce qui était jusqu'à présent un conflit foncier devient une rébellion. Citant les militaires, le confrère met lui aussi en lumière les révélations du porte-parole des opérations militaires Anthony Mwalushai sur le sujet. Longtemps minimisé, cette vérité qui s'est murmurée en voix basse apparaît au grand jour, pointe le journal. Revenons lui aussi sur les dernières sorties médiatiques du porte-parole des opérateurs militaires Anthony Mwalushai. Le journal Le Potentiel note que les récentes accusations de l'armée congolaise mettant en cause de proches du pouvoir soupçonnés de soutenir, voire de piloter ce mouvement armé
constituent des révélations d'une extrême gravité qui ne sauraient être traitées à la légère. À mesure que la violence se rapproche de Kinshasa, ces alertes posent avec acuité la question de complicités internes et de la capacité de l'État à faire respecter l'autorité de la loi. Dans ces contextes explosifs, la justice congolaise est appelée à sortir de la réserve, à ouvrir sans délai des enquêtes sérieuses, indépendantes et crédibles afin d'identifier et de poursuivre tous ceux qui seraient impliqués dans l'appui de ce qu'il qualifie de rébellion Mobondo. L'Agence nationale des renseignements et l'ensemble des services de sécurité sont également interpellés pour faire toute la lumière sur ces dossiers sensibles dont l'issue pourrait peser lourdement sur la stabilité du pays. Faute d'une réaction institutionnelle ferme, le risque est réel de voir l'insécurité de l'Ouest atteindre le cœur même de la capitale dans un contexte national déjà fragilisé par la persistance de foyers de violence à l'est de la RDC, prévient le confrère. Au sujet de cette menace de déstabilisation de la RDC, les tri-hebdomadaires Géopolis Hebdo préfèrent se concentrer sur la tribune du géostratégiste Antoine de Saint-Exupéry Moulinda autour de son analyse sur la diabolisation qui devient une arme de guerre redoutable sur la scène politique congolaise. Avec le Rwanda dans les parages, il est essentiel de faire attention à une guerre hybride avec ses relais conscient, inconscient, prévient l'analyste. Attention au piège car la région de Grand Lac est un théâtre où s'entremêlent opérations militaires, diplomatie, économie et guerre informationnelle, poursuit-il, avant d'ajouter que même des institutions internationales et des médias internationaux décrivent le conflit à l'Est comme une zone saturée d'accusations croisées, des propagandes et de brouillard informationnel. Il faut être rigoureux, accuser sans preuve de sources au sein de l'appareil d'État peut devenir exactement ce que l'on dénonce, une généralisation émotionnelle. Pour éviter des diabolisations en cascade et ne pas fragiliser les systèmes de défense, il est essentiel que les décideurs fassent attention et mettent en vision d'une cryptique constituée des lignes rouges à ne jamais franchir, notamment les faits que la vérité n'a pas peur d'une enquête et que s'il y a de faits, qu'ils soient établis par les organes compétents. Deuxièmement, la justice n'est pas un spectacle. Elle ne doit pas être dictée par les tendances et les hashtags, souligne l'auteur en faisant un curseur sur la diabolisation dont font l'objet des ministres de la Défense Guy Kabongo, des PT antiques José Panda et des relations avec le Parlement Guy Loando. Terminons cette revue de presse par les adieux de l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Lucie Tamlin. D'après la Percée, la diplomate américaine avait rassuré la première ministre Judith Suminwa de la volonté de son pays à poursuivre la coopération avec la RDC pour les intérêts de deux peuples. C'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. C'est donc la fin de ce journal, madame, messieurs. Place au rappel de principaux titres. Alors que plusieurs sources dans les États-Unis affirment que des éléments de l'armée rwandaise et du mouvement rebelle AFC M23 sont présents dans la ville d'Uvira, au sud Kivu, Kigali évoque au contraire un retrait unilatéral du rebelle et un geste de bonne volonté en faveur du processus de paix. Et puis le nouveau pont Kabi ouvert à la circulation. Ce nouvel ouvrage routier est situé sur l'avenue Kasavubu à Kinshasa. Il s'agit donc d'un pont cadre de 20 mètres sur 16 capable de surmonter une charge d'environ 60 tonnes. Et puis le marché nigérian, deux instruments de dette à court terme, a connu une forte envolée en 2025, soutenu par un recours accru aux commercial papers, une liquidité abondante et un regain de confiance des investisseurs. C'est donc la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous présente encore mes voeux le meilleur. On va se retrouver avec moi l'année prochaine, si Dieu le veut. Un petit conseil avant de finir. Garde bien ton argent de décembre parce que janvier arrive. Au revoir.
Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.